Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info en cette fin de semaine. Et voici tout de suite les titres qui font l'actualité en principauté. Le sport au féminin à l'honneur d'une conférence de la jeune chambre économique de Monaco. Passation de pouvoir au Monaco Ambassadors Club. L'opération Une naissance, un arbre renouvelé à la Turbie et au Montvial. Les enjeux de la 18e journée de Ligue 1, Monaco se rendra à Lyon. Et nous refermerons cette édition avec notre rubrique L'invité du week-end. Et aujourd'hui, ce sont deux invités que nous recevrons, Roberto Alagna et son épouse Alexandra Koujac. Le sport et les femmes étaient à l'honneur du Business Time organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco. 3 représentants de 3 disciplines majeures, le football, le basket et le rugby, pour débattre des enjeux actuels en matière de sport féminin. Dominique Poulain. Le sport féminin, trop longtemps ignoré, constitue aujourd'hui un potentiel à bien des égards pour les acteurs de l'économie et de la filière sport. C'est ce qu'a démontré la Jeune Chambre économique de Monaco lors de son Business Time organisé sur le thème « Le sport au féminin ». Lors de cette soirée, des intervenants impliqués dans l'univers sportif et représentant 3 disciplines majeures, le football, le basket et le rugby, ont pris la parole et un constat: des inégalités persistent. Il y a une différence entre les hommes et les femmes, même dans le sport malheureusement. Et aujourd'hui, on se bat au quotidien pour essayer de développer et de remettre les femmes devant, comme tout le monde. Au moins espérer être à l'égal des hommes. Et aujourd'hui, voilà, j'espère. En tout cas, nous, on y travaille fortement. Pourtant, des études montrent qu'en 10 ans, la pratique féminine s'est considérablement accrue et se rapproche de celle des hommes. L'AS Monaco Rugby l'a bien compris en créant début septembre une section féminine. Il y avait déjà des femmes dans le club qui étaient dans la direction du club et qui avaient un pouvoir décisionnaire, et c'est vrai que ça faisait un équilibre déjà au niveau de la direction du club. C'était important pour nous parce que c'est les femmes, elles ont leur personnalité, elles ont leurs compétences, elles avaient tout à fait leur place dans leur club. Maintenant, on n'avait pas de membres actifs pratiquantes, et tout simplement parce qu'on avait des problèmes d'infrastructure que vous connaissez bien. Et avec l'avènement du stade Prince Héréditaire Jacques sur le complexe du Devins, effectivement, on a eu des créneaux horaires et bien naturellement, on a mis à disposition d'une équipe féminine. La première motivation qui encourage les femmes à faire du sport est la perspective de développement personnel. Faire du sport permet de se sentir bien dans sa tête et dans son corps, de développer son physique, mais aussi son mental. J'estime que toutes les femmes peuvent être des guerrières et que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mon frère joue au rugby depuis longtemps à Monaco, mon père en a fait. Et je suis judokate de formation, mais je me suis dit que ça pouvait être un sport intéressant. Ça alliait à la fois la mentalité du judo, mais aussi un esprit collectif. J'ai trouvé le projet très intéressant quand on en a parlé au début de l'année. Et je trouvais que faire partie d'une équipe qui venait juste d'être créée, c'était un souffle novateur, et voilà. Même si le sport masculin reste le chouchou clairement affiché des médias, il convient de noter toutefois une évolution en faveur d'une meilleure visibilité du sport féminin. En l'espace de 5 ans, le temps d'audience consacré au sport féminin est passé de 7 à 20%. Au niveau de la Côte d'Azur et au niveau de la France entière, il y a un engouement important au niveau du football féminin, sachant qu'il y a aussi l'UEFA qui a décidé depuis 2 ans de promouvoir ce football féminin financièrement déjà. Alors c'est vrai que c'est les clubs élites qui pour l'instant profitent de cette manne financière, mais peut-être qu'un jour on arrivera aussi à avoir un petit quelque chose. Autre constat, le sport féminin affiche une excellente image. Moins de triche, moins d'insultes, plus de pureté et de plaisir. Les membres du Monaco Ambassadors Club se sont réunis en début de semaine au Yacht Club pour une soirée particulière. L'occasion également de célébrer ces fêtes de fin d'année. Le reportage de Fabien Bonilla. Environ 250 convives, membres ou invités du Monaco Ambassadors Club se sont retrouvés au Yacht Club de Monaco lundi soir à plusieurs titres, à l'occasion du 4e anniversaire du prince Jacques et de la princesse Gabriella, mais aussi à l'occasion du traditionnel gala de Noël et enfin pour fêter le 45e anniversaire du club. Le Monaco Ambassadors Club a été créé en 1973 à l'initiative de la princesse Grace. Alexander Mogadam en est le président depuis 10 ans, il cédera sa place dans quelques jours. Les membres du Monaco Ambassadors Club et amis de Monaco Ambassadors Club, chaque pays, il est un ambassadeur de Monaco à travers le monde. Alors c'est une promotion de Monaco à travers le monde. Quand j'ai pris le club il était presque en anesthésie, en dormir. Il avait 5-6 membres et
dans quelques mois, je réussis à avoir à peu près 80 membres. Moi, je commençais mon mission et réussi vraiment vite à aller monter à 150 membres. 150 membres, c'est dans 2 ans. 2 ans, 150 membres et 150 membres. Les événements qu'on organise, il y a 5 à 6 événements par an. Et chaque événement, on a entre 100 et 150 personnes, dîner, gala, cocktail. Et cette mission, c'était un honneur d'avoir 10 ans travaillé pour cette mission. C'est l'administrateur du Monaco Ambassadors Club qui remplacera Alexander Mogadam à la présidence de ce club. Il s'agit de Christian Moore, le fils de l'acteur Roger Moore. Christian Moore dirige une entreprise de télécom et de satellite. Il prendra ses nouvelles fonctions début janvier 2019. Une naissance, un arbre. Depuis maintenant 11 ans, la mairie de Monaco et l'Office national des forêts se sont associés pour cette opération. L'objectif, planter un arbre sur la commune de la Turbie et au Montvial pour chaque naissance enregistrée au CHPG. Plus de précisions avec Dominique Poulain. Un petit geste pour une grande cause. La mairie de Monaco confirme son engagement en faveur de l'environnement et de la planète. Pour la 11e année consécutive, elle renouvelle son opération « Une naissance, un arbre ». Le principe est simple. Pour chaque naissance enregistrée en principauté, un arbre est planté. Au total, ce sont 958 arbres qui seront plantés, soit le nombre de naissances déclarées en 2017. Ça fait partie d'un programme plus général de l'ONU qui s'appelle Plantons pour la planète. Donc cette année, c'est un petit peu particulier puisque depuis les incendies de 1986 et puis depuis cette programmation, aujourd'hui, toutes les communes concernées, c'est-à-dire la Turbie et Cap d'Agde, tout est reboisé. Donc on a fait une plantation à cet endroit symbolique à la Turbie, mais le reboisement va se faire dans une commune un peu plus éloignée, qui est la commune de Tudon, donc sur le mont Vial. Cette opération symbolique s'est déroulée à la Pinette de la Turbie, où 15 arbres ont été plantés en collaboration avec l'Office national des forêts. Le terrain a une très grande importance dans la mesure où effectivement, en fonction du type de sol, en fonction du type de matériaux, on ne peut pas planter n'importe quelle essence à n'importe quel endroit. Donc effectivement ici on est sur des sols très rocheux, sur des sols calcaires, donc les arbres et arbustes qui sont en train d'être plantés par mon collègue derrière nous sont des plantes qui sont adaptées complètement d'une part au terrain, mais aussi d'autre part surtout au climat. Les familles réunies pour l'occasion ont participé à la reforestation et ont assisté à la plantation de chênes verts, d'arbousiers, de pinacées ou encore de myrtes. Leurs bébés vont ainsi devenir en quelque sorte parrains d'un arbre planté. C'est une chouette initiative. On en a déjà planté un l'année dernière avec notre petite fille qui a 2 ans. Et donc là, on refait la même chose pour ses frères. Donc c'est chouette, c'est un chouette moment. Et vous, Jean-François ? Belle initiative aussi, et puis on reboise la Turbie, c'est super. Depuis 2008, date de la première édition de ce programme, ce sont près de 11 000 arbres qui ont ainsi été plantés dans les environs de la principauté. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. La remise de colis s'est poursuivie cette semaine. Personne n'a été oublié pour ces fêtes de fin d'année. Les colis de la Croix-Rouge ont été remis par le prince souverain aux personnes dans le besoin. Du côté de la fondation Hector Otto, les personnes âgées ont elles aussi reçu leurs présents pour finir en douceur l'année 2018. Comme chaque année, le Club international des chiens d'aveugles de Monaco a offert un chien guide à une personne malvoyante. Créée en 1989, cette association a pour vocation d'aider des écoles de formation et chaque année, ce sont 2 à 3 chiens qui sont financés par le club. Football, l'AS Monaco se rend à Lyon dimanche pour la 18e journée de Ligue 1. Les enjeux de cette rencontre avec Frédéric Elion. Après le report du derby contre Nice, Monaco retrouve le championnat dimanche soir avec un déplacement à Lyon. L'OL 4e de Ligue 1 à 3 points du 2e Lille est allé décrocher sa qualification pour les 8e de finale de Ligue des Champions en milieu de semaine en allant décrocher un match nul en Ukraine contre le Shakhtar Donetsk. De son côté, avant ce déplacement qui s'annonce compliqué sur le papier, Monaco, 19e, reste sur 2 succès consécutifs à l'extérieur sans encaisser de but. Il faut quand même jouer le match et essayer de prendre des points.
C'était pareil contre Dortmund en Champions League. Là, en l'occurrence, il n'y avait vraiment rien à perdre. Et on n'a pas été brillant. Donc voilà, aller à Lyon et se bagarrer là-bas. Pas facile, encore une fois, je le répète, une équipe qui joue bien au ballon. Et j'étais dans la tribune quand ils sont partis gagner à City. Donc voilà, pas facile à manœuvrer. Cette année, Lyon a pris 4 points en Ligue des Champions contre Manchester City, mais a cédé à domicile contre Nice et Rennes et a perdu à Reims en championnat. Une inconstance dont souhaite profiter Monaco. On sait qu'ils font un peu les montagnes russes, ils font de très bons matchs combinés à des moins bons. Et voilà, espérons que dimanche sera un moins bon pour eux et un bon pour nous. Donc nous, on va vraiment là-bas dans l'optique d'aller gagner là-bas. On sait que ça ne va pas être facile parce que Lyon, c'est une très bonne équipe avec beaucoup de qualités individuelles mais collectives aussi. Mais voilà, on va dans l'optique de gagner parce qu'on veut absolument sortir de cette zone rouge. Nasser Chadli a repris avec le groupe. Golovin, malade, effectuera lui aussi son retour à Lyon. Daniel Subasic souffre d'une tendinopathie chronique de l'ischio-jambier et poursuit sa réathlétisation. Nous ouvrons une page culture avec la représentation des ballets de Monte-Carlo qui avait lieu la semaine dernière à la salle Garnier. 4 ballets, dont 2 nouvelles créations. Un hommage à Nijinsky, le récit de José Sacré. En compagnie de Nijinsky, tel était le titre du spectacle composé de 4 ballets, dont 2 créations présentées les 8 et 9 décembre à la salle Garnier par les ballets de Monte-Carlo. 2 soirées qui faisaient écho au centenaire des ballets russes célébrés avec faste à Monaco en 2009. Daphnis et Chloé, musique de Ravel, chorégraphie de Jean-Christophe Maillot, a été remontée par Bernice Kopitors qui, lors de la création de ce ballet en 2010, interprétait le rôle de Chloé. Aimer Jean Rêve était une création signée Jeroen Verbruggen, chorégraphe résident de la compagnie, en hommage à l'après-midi d'un faune, musique de Debussy. L'après-midi d'un faune, en dehors de la beauté de la musique de Debussy, c'est quand même une forme de révolution chorégraphique amenée par Nijinsky à l'époque qui a bouleversé tous les codes de la danse et sur lesquels aujourd'hui encore on s'interroge. Donc lui demander, c'est un gros défi parce que c'est une œuvre difficile avec une musique absolument superbe. Notre Jeroen, il l'a, comme à son habitude, pris à son compte et je pense qu'il l'a emmené dans un univers tout à fait différent qui lui ressemble. L'invitation à la danse de Karl Maria von Weber et un vers de Théophile Gautier avaient inspiré le chorégraphe Michael Fokking en 1911 pour créer à Monaco le Spectre de la Rose. Jean-Christophe Maillot en 2009, à l'occasion du centenaire des ballets russes, avait demandé à Marco Gouke une nouvelle version de ce ballet. Gouke a ajouté à l'invitation à la danse une autre musique de Weber, le maître des esprits, qui laisse au personnage principal l'occasion d'incarner un spectre évidemment différent de la version originale. Deuxième création de ce spectacle, Petrouchka de Johann Inger, musique de Stravinsky bien sûr. Petrouchka, c'est vraiment une œuvre marquante, très marquante de la grande époque des ballets russes, évidemment avec les décors de Bakst à l'époque qui étaient absolument incroyables, les costumes. Et là, Johann s'est posé la question aussi, quelles sont les analogies qu'on peut trouver éventuellement avec un Petrouchka aujourd'hui. Il a décidé de le transposer dans le monde de la mode, de considérer qu'au lieu d'avoir affaire à des poupées, on avait affaire à des mannequins et finalement se poser la question de quelle est la place de l'homme dans le mannequinat, quelle est la place réelle donnée à la dimension humaine de ces individus qui sont évidemment maltraités comme dans le Petrouchka original, mais dont on peut voir un peu une correspondance avec ce que l'on peut vivre aujourd'hui.
Ce spectacle magnifique, intitulé En compagnie de Nijinsky, sera présenté à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, du 8 au 10 février 2019 par les Ballets de Monte-Carlo, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Kazuki Yamada, l'orchestre qui sera également en concert dans le même théâtre, avec au programme Scheherazade de Rimsky-Korsakov, Jeu de Debussy et L'Oiseau de feu de Stravinsky. C'est l'heure de la rubrique L'invité du week-end et exceptionnellement aujourd'hui ils seront deux. Nous avons rencontré cette semaine Roberto Alagna et Alexandra Kujak à l'occasion de leur venue en principauté pour l'opéra Louisa Miller. Voici notre entretien. Alexandra Kujak, Roberto Alagna, bienvenue à Monaco et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes de passage en principauté pour un bel opéra qui vous réunit tous les deux sur scène. Comment c'est d'être réunis ensemble en tant que couple? Ça va être la première fois pour nous cet opéra, donc il y a une grosse attente aussi bien de la part du public que pour nous. Quand on fait des prises de rôle, c'est toujours comme ça, on se demande si ça nous va bien comme rôle, comme personnage. Là, ça sera en version concert, donc c'est un peu plus difficile parce que pour entrer dans les personnages, on n'a pas d'accessoires, on n'a pas de costume, on n'a pas de perruque, on n'a rien. Donc il faut que les personnages existent à travers la voix. Et on n'a pas aussi les 3 ou 4 semaines de répétition. On a 3 jours. Voilà, 3 jours de répétition. La vitesse immense. Voilà. Mais on est ravis parce qu'on est toujours heureux de chanter en principauté. Bah oui, pour moi c'est le début aussi le double parce que je chante première fois ici à l'Opéra de Monte-Carlo et c'est un rôle magnifique, c'est très très difficile. Mais toujours avec grand plaisir être ici. J'ai chanté une fois déjà à Monaco pour le Prince dans le magnifique château. Et maintenant j'ai le grand plaisir pour chanter pour le grand public. Vous êtes un habitué par contre de la principauté. Oui. C'est toujours un plaisir de revenir ici? Toujours, et je dois dire que plus on avance en âge, plus on avance en expérience, plus on a de souvenirs. Donc c'est vrai qu'ici en principauté, j'ai des tas de souvenirs. Je crois que j'ai chanté dans toutes les salles en principauté, puisque j'ai même chanté au Sporting, j'ai chanté au Palais bien sûr, mais dans toutes les salles, à l'Auditorium, à l'Opéra Garnier bien sûr, mais un peu partout. Donc j'ai commencé ici en 88 ou 89, c'était la saison 88-89 et ensuite je suis revenu régulièrement, donc c'est un endroit que j'apprécie, c'est un endroit que je connais bien et où je me sens bien. Ouais. Comment est-ce que ça se passe? Vous avez le temps de vous imprégner des villes, des pays dans lesquels vous vous trouvez? Non, pas du tout, pas beaucoup. C'est toujours beaucoup de travail, de répétition. Après, quand on fait le spectacle, on a un peu de jours libres, mais c'est toujours avec on ne peut pas prendre froid, il faut être en forme, c'est toujours on a un peu peur. Pour ça, nous sommes très contentes d'être ici parce que Roberto, il adore, comme moi aussi, le sud. Oui. La mer, ça nous fait grand plaisir quand vous voyez ici, c'est vraiment magnifique. C'est vrai que j'aime rester dans cet hôtel parce que justement, c'est le seul qui surplombe la mer ici. Donc à chaque fois, je reviens ici et j'ai toujours la même suite, donc j'ai l'impression de me retrouver à la maison. Et je dois dire que le personnel nous traite vraiment très très bien. Avec le public, il y a quand même une proximité. Moi, je l'ai toujours eu, cette proximité. Étant aussi fils d'Italien, il y a toujours ce côté, latin, qui est chaleureux, qui nous rapproche. Mais aujourd'hui, avec aussi les réseaux sociaux, on communique plus facilement avec le public. Donc, il y a une proximité qui s'installe. Je sais qu'il y a des gens ici, par exemple, qui ont eu du mal à trouver des billets. Donc, je me débrouille pour essayer de les faire rentrer à la Générale. À chaque fois, j'essaie d'avoir quand même une sorte de relation avec eux privilégiée. Ça vraiment deviendrait presque notre ami. Un peu, parce qu'on voit toujours le même visage. Ils voyagent, on dit? Ils voyagent tout le monde entier, même en Amérique, à New York. Ils vous suivent régulièrement? Oui, ils nous suivent. Elles sont vraiment, sont presque là, vraiment très, très proches à nous. Oui, oui. Et là, on parlait de cet opéra, Louisa Miller. C'est régulièrement, vous retrouvez dans des opéras ensemble? Comment est-ce que ça se travaille? Est-ce que c'est plus facile, justement? Il y a peut-être une solidarité, une complicité plus évidente? C'est tous les deux, on dit toujours. C'est facile et difficile.
C'est facile parce que nous sommes rencontrés sur la scène à Londres. Et ça fonctionnait tout de suite, même dans la vie privée après, pas juste sur la scène. Mais c'est difficile aussi parce que moi, par exemple, je ne suis pas inquiète juste pour moi-même, aussi pour la deuxième personne. C'est un peu stress double. Il y a double responsabilité, bien sûr, puisque quand on est sur scène, en fait, on est seul. Et quand on est avec sa partenaire, eh ben, on est 2 fois plus seul, et donc on s'inquiète aussi pour l'autre. Mais bon, en même temps, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, les directeurs de théâtre nous font confiance ensemble, ils nous appellent ensemble. Nous, on ne peut rien imposer, on n'impose pas. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'être ensemble au même endroit pour pouvoir avoir une sorte de famille, de vie de famille. C'est ça qui est important avec notre enfant. Et voilà, donc c'est ça qu'on essaie de reconstituer à chaque fois, c'est la vie de famille. Et quand les directeurs de théâtre nous donnent l'occasion de travailler ensemble, bien sûr, on privilégie toujours ce choix-là. Et peut-être bientôt de retour à Monaco, on espère. Oui, il y a quelques projets, on en parle avec Jean-Louis. En tout cas, je reviens à Orange pour Samson. Donc tout ça, c'est sous la direction de Jean-Louis Grinda. Et ici, on a quelques projets aussi, donc on va en parler, on va confirmer les choses. Mais vous savez, il ne faut pas parler trop à l'avance. On a hâte de vous retrouver en tout cas. Merci. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Un mot de météo à présent. Ce week-end, le temps sera capricieux, se partageant entre éclaircies, passages nuageux et averses. Si samedi, la journée sera plus clémente, dimanche, la pluie et les nuages laisseront peu de place au soleil. Des températures plutôt fraîches également tout au long de ces prochains jours. 11 degrés pour les maximales et 5 pour les minimales. Lundi, même prévision que dimanche. Mardi, retour des éclaircies, mais à compter de mercredi, de nouveau de la pluie et des orages. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez un bon week-end sur Monaco Info.